d'enfants juifs déportés de France s'est élevé à 10 147 très exactement, sur un total de 78 870 personnes rappelées, soit une proportion de 14,3%, statistique précise. Alors, grâce à M. Drahi, j'ai retrouvé le nombre de personnes cachées durant la guerre, qui s'est élevé à 9 332 personnes recensées. Il est possible qu'il y ait des personnes qui n'aient pas été recensées. D'autre part, sur cette proportion, on ne connaît pas le nombre d'enfants, parce que là, il s'agit de personnes de tous âges. Mais ce qu'on peut dire, c'est que la plupart ont mis très longtemps à parler, sans doute en raison du soulagement général de l'après-guerre, et qu'il y a un aspect qui mérite d'être souligné. Plus particulièrement, c'est le placement d'enfants juifs auprès de familles d'accueil ou d'institutions, chrétiennes ou laïques, et qui se sont proposés spontanément ou qui ont été sollicités. Ce fut loin d'être un phénomène marginal à l'époque. C'est ce qui a amené les historiens à considérer que le nombre d'enfants juifs déportés a été inférieur en France à celui d'autres pays. Mais derrière les statistiques, on découvre des réalités multiples et complexes. Les familles ou les institutions religieuses qui ont accepté de prendre en charge les enfants juifs ont été guidées par des motivations très diverses. Et dans tous les cas, les dangers découlant de cette action étaient bien réels. En outre, la guerre se prolongeant, les problèmes matériels et financiers posés aux familles d'accueil ajoutaient certainement aux préoccupations quotidiennes. Personnellement, je me suis posé la question, la même solidarité se manifesterait-elle de nos jours en France à l'égard de populations en danger? Je n'en suis pas sûre. Et maintenant, je vais céder la parole à M. Albert Barbout. Avant de lui céder la parole, je vais rappeler que j'ai demandé à chacun de nos intervenants de se limiter d'abord à un exposé d'environ 10 minutes. Je leur poserai quelques questions pour qu'ensuite on puisse laisser à la salle le temps de discuter et qu'ils puissent poursuivre leur intervention passionnante. Donc, je vous cède la parole, Monsieur Barbout. Vous aviez 6 ans au moment de la déclaration de guerre à Paris, où vous êtes né. Et je voulais vous demander quels sont vos souvenirs que vous aviez vers 7-8 ans dans le 11e arrondissement où vous résidiez à l'époque. Bien, je m'appelle Albert Barbout, je suis juif. Je commence toujours comme ça met les choses au clair. Des fois je fais des témoignages auprès des établissements scolaires et la première chose que je dis, je suis juif, comme ça met, tout le monde sait à qui ils ont affaire. Je suis donc né en 1933. Désolée de vous interrompre. Est-ce que tout le monde entend bien au fond de la salle? Sinon, je prends le micro. Parce que... Je prends le micro? Oui. Donc, je suis né à Paris en 1933 et donc au moment de la déclaration de guerre, il faut vous dire d'abord que mes parents étaient originaires de Turquie. Mon père avait quitté la Turquie dans les années 20 au moment de faire son service militaire. Parce qu'il faut savoir qu'en Turquie, le service militaire était d'une durée de 7 ans. Donc les Turcs, en général, musulmans, avaient le droit de prendre quelqu'un qui n'avait pas beaucoup de moyens pour aller faire le service militaire à leur place, moyennant quoi la personne qui était riche s'occupait de subvenir aux besoins de toute la famille. Les Juifs n'avaient pas ce droit. Les Juifs devaient faire 7 ans de service militaire. Si bien qu'au moment d'arriver à peu près à l'âge du service militaire, beaucoup de Juifs quittaient la Turquie. C'est ce qui est arrivé avec mon père, qui donc clandestinement a quitté la Turquie, est arrivé naturellement en France, qui était le pays des droits de l'homme, liberté, égalité, fraternité, et donc est arrivé dans le 11e arrondissement à Paris, où se retrouvaient tous ces Juifs qui venaient de Turquie.
Et naturellement, il n'avait plus sa nationalité turque, il était devenu apatride, puisqu'il n'avait pas fait son service militaire, et il n'était pas français. Les événements arrivent, mon père a voulu s'engager dans l'armée, on ne l'a pas pris parce qu'il était apatride, et il s'est engagé dans les brigades juives. La drôle de guerre a duré ce qu'elle a duré, il est démobilisé, il rentre à Paris, et je ne sais pas, il avait dû attraper une maladie quelconque, il y décède quelques mois après à l'hôpital Rothschild. Et ma mère se retrouve donc seule avec les 3 enfants. Il faut savoir que les restrictions, les ordonnances sur le statut des Juifs qui commencent dès l'arrivée de Pétain au pouvoir font qu'elle a plus le droit de commercer. Alors elle a de la marchandise qui appartenait à mon père, qui était marchand forain, il vendait du blanc sur les marchés, elle va se débrouiller pour vendre, donner une paire de draps ou des serviettes en échange de 6 œufs, etc. pour pouvoir... Mais bon, c'est difficile. Elle fait la connaissance d'une dame qui lui dit tu devrais au moins te séparer d'un de tes enfants, on était 3. Ils avaient quel âge mon frère, le second, avait 15 mois de moins que moi. Il était né en 34, au mois de septembre. Et Jojo, le plus jeune, était né en 37. Il avait 4 ans. Donc moi, elle me place à l'assistance publique qui m'envoie à Auxerre, dans une famille de paysans. J'ai donc vu en 1947 l'exode, avec l'arrivée des Allemands, sur cette grande route. En 40 En 1940. En 1940. Je reste quelques mois là, j'étais pas bien, j'étais maltraité par le fils de ces paysans. Enfin, toujours est-il que ma mère me récupère début 41, quand l'exode se termine et que je rentre à Paris avec mes frères, et je vais à l'école communale comme tous les gosses. Et puis 42, statut des Juifs encore, obligation de porter l'étoile jaune avec l'inscription juif sur les vêtements. Je porte donc, à ce moment-là, en 1942, j'ai 9 ans, donc je porte l'étoile juive sur un vêtement. Et vous avez assisté à un spectacle particulier, Voltaire? Parce que j'habitais 85 rue Sedaine, qui est presque à l'angle du boulevard Voltaire, et ce boulevard Voltaire, juste en face, il y avait le commissariat de police. Et je me rappelle avoir vu de mon balcon la queue des gens sur le boulevard Voltaire qui allaient se faire tamponner leur carte d'identité et acheter, je dis bien acheter, moyennant 3 tickets de textile pour avoir l'étoile jaune, 3 par personne, qu'on devait coudre sur les vêtements. J'ai donc l'étoile jaune inscrite sur mes vêtements. Et de ce jour-là, je ne suis plus un petit garçon comme les autres. C'est fini. À l'école, on me montre du doigt. Je suis le sale juif. Je suis le sale youpin. Je suis le sale yourte. J'ai plus de copains. Alors, je dis à ma mère, je ne veux plus aller à l'école. Elle me change d'école, elle me met, j'étais à la rue Keller, je vais à la rue au boulevard Parmentier, puis c'est pareil, et puis à la rue Godefroy-Cavaillac, enfin, c'est toujours pareil. Ma mère va voir la directrice lui dit, écoutez madame, vous savez, bon, vous êtes juive, votre fils, vous devriez l'enlever de l'école, ça serait encore mieux pour tout le monde. Voilà la solution qu'avait trouvée la directrice. Donc, je rentre à la maison, je ne veux plus aller à l'école. Et ma mère, à ce moment-là, il y a les rafles, les premières rafles des Juifs du 11e arrondissement, où on rafle les apatrides. Elle pense qu'un jour ou l'autre, on va venir nous arrêter. Elle va revoir cette dame de l'assistance publique et elle dit, bon, au moins les 2 garçons, les 2 aînés, les 2 plus grands, essaye de me les garder, essaye de voir quelque chose. Et donc, on part avec mon frère Lissot à l'assistance publique boulevard d'Enfer-Rochereau à Paris. On reste quelques jours là,
Et puis elle nous place, elle trouve deux fermes voisines l'une de l'autre dans la Nièvre, à côté d'un petit village qui s'appelle La Selle-sur-Loire. Et donc on arrive là, on a deux fermes voisines. Madame Dionne, c'est une fermière âgée, une dame âgée avec un monsieur âgé. La première chose qu'elle fait, c'est de supprimer les toiles jaunes et de me dire, toi, tu ne parles plus, tu n'es plus juif, c'est fini, c'est terminé. Et je vais à l'école, au village, qui s'appelle La Selle-sur-Loire. Et mon frère, je passe prendre mon frère qui est à côté, le village se trouve à 3 km de la ferme. Et donc on arrive à l'école, c'est un tout petit village, il n'y a qu'une classe. Les petits, il y a une classe avec un poêle au milieu, d'un côté il y a les garçons, de l'autre côté il y a les filles, les plus petits devant, les moyens, les grands, etc. Le jeudi, comme tous les gamins, je vais au catéchisme. Notre Père qui est aux cieux, tout ça je connais. Et dans le village, personne ne sait que je suis juif, si ce n'est la fermière et le curé. Parce qu'elle a prévenu le curé, parce que à ce moment-là, moi j'ai déjà 12 ans, je vais avoir 12 ans, 13 ans, c'est l'âge de la communion. Alors elle lui a dit, vous savez, le petit, il est juif, il n'est pas question qu'il fasse la communion. Alors le curé me dit, toi, tu ne fais pas ta communion. J'étais un peu vexé, mais je n'ai pas fait de communion. Toujours est-il que je n'ai pas fait de communion. Et puis donc, ça se passe très bien, on mange, on n'a pas de rationnement à la ferme, il y a tout. Il y a le poulailler, il y a le clapier, on mange du lapin, il y a le potager, il y a les légumes, elle fait le pain une fois par semaine, des grosses bûches de pain, elle achète le poivre et le sel. Hein. Je sais pas, elle achète rien, quoi. Hein. On a tout. Et puis, on tue un cochon. Tue un cochon, c'est la fête. Le jour où il y a un cochon, on tue le soir. Il y a ses filles, elle a deux filles qui sont mariées, une à Cosne-sur-Loire et une à Nevers, qui viennent le jour où on tue le cochon, parce qu'elles viennent se ravitailler en même temps. On tue le cochon, tout ça, les machins, et tout le monde mange du cochon. Alors, c'est vrai qu'à Paris, avant la guerre, mes parents étaient cachers, parce qu'en Turquie, les juifs mangeaient cachère, et donc la tradition a continué dans le 11e, on mangeait cachère. Et là, attends, si on te donne une belle tranche de jambon, comme tu claques du bec, bah, tu manges la tranche de jambon. Et tant pis, tu fais schéma Israël et tu manges la tranche de jambon. C'est pas vrai quand rabbin. Dans ces cas, c'est compatible. Et voilà. Et donc, on mangeait du jambon, on mangeait... C'est la seule viande qu'il y avait. Mais il y avait tout le reste. Et alors, quand le cochon, on avait tout mangé, eh ben, on tuait un autre cochon. Voilà, c'était très bien. Tout s'est passé très bien jusqu'au 23 mars 44. 23 mars 44. Ce jour-là, enfin 2 jours avant, ma mère est arrêtée. À Paris, elle est avec mon petit frère Jojo, qui lui, elle l'a gardé, parce qu'il est trop petit. Elle est arrêtée et elle est naturellement, comme toutes les rafles, elle est envoyée à Drancy. À Drancy. Et ma mère, elle avait gardé sa nationalité turque, parce que mon père était venu comme apatride, mais ils étaient fiancés en Turquie. Quand il a eu son boulot, qu'il a eu son appartement, qu'il travaillait, qu'il était bien, il a fait venir sa fiancée, et ils se sont mariés dans le 11e arrondissement à la mairie, et c'est là où je suis né. Mais ma mère a gardé sa nationalité turque, parce que, d'abord en Turquie, elle avait son père, sa mère, elle avait ses frères, ses sœurs, et elle n'avait pas de problème avec le service militaire. Donc elle a gardé sa nationalité, elle allait tous les ans au consulat, payer, je ne sais pas, il y avait quelque chose à payer, mais elle était toujours turque. Elle est arrêtée le 22 mars 1944, à Drancy avec Jojo, et elle sort son passeport turc, elle dit voilà, moi je suis turc, je veux rentrer chez moi en Turquie. Et sur le passeport, il y a la photo des 3 enfants. Alors on lui demande, mais où sont vos autres enfants? Elle est obligée de dire où nous étions. Et donc ce sont les gendarmes français qui viennent nous chercher dans la Nièvre. Ils viennent, c'était un jour où j'avais pas classe, ils demandent à Madame Dionne, le petit barboute.
Il est là, qu'est-ce que vous lui voulez? Et il y a